Quand on retrace l'histoire de l'Alsace, qu'on se rend compte que nous sommes sur une frontière. Alors on est sur une frontière géographique qui a changé de temps en temps. On est aussi sur une frontière culturelle. Nous sommes sur une frontière où il y a deux concepts de consommation du vin. En France, les pays latins, où on boit le vin avec des repas, avec des mets, où il faut des vins avec beaucoup de minéralité pour garder vos papilles gustatives en éveil et pour apprécier ce que vous avez dans l'assiette. Et on est aussi sur la frontière avec les pays anglo-saxons, où avant que la cuisine française aille dans ces pays-là, on buvait des vins légers, fruités. On ne recherchait pas la minéralité, on ne recherchait pas le terroir. Donc ensuite, nous sommes sur une deuxième frontière entre la France où la législation du vin a été faite par le paysan, par le propriétaire du terroir. Quand on est propriétaire du terroir, légitimement, on pense qu'on a le meilleur. Donc on va demander à l'État de le recenser, de le reconnaître et de le délimiter. C'est le principe même des appellations simples qui se sont mises en place après la Révolution française, quand tous ces biens nationaux, tous ces biens des églises qui étaient les grands propriétaires des vignes ont été vendus comme biens nationaux. Et on a retrouvé, historiquement, on a retrouvé souvent cette confrontation entre cette approche de négociant et cette approche de vigneron, de paysan. Jusqu'à la fin des occupations napoléoniennes de toute la Rhénanie, l'Alsace exportait énormément de vin sur le Rhin. D'ailleurs, il y a une constante, l'Alsace est prospère quand elle peut bénéficier de ce flux commercial sur le Rhin. Et là, souvent, elle est en crise quand ce flux commercial lui est refusé. Et donc, à chaque fois qu'on vendait le vin sur le Rhin, on faisait des vins de cépage parce qu'il fallait faire du volume. Et à chaque fois que le Rhin nous était une frontière, on revenait sur le concept terroir parce que d'abord, on vendait le vin en France, où on voulait de ces vins terroirs. Et parce que tout simplement, il fallait monter en qualité, sachant que quand on faisait des vins de cépage, on avait tendance à augmenter les rendements, quoi. En 1911, nous avons créé en Alsace, et d'ailleurs on fêtera le centenaire, l'Association des viticulteurs d'Alsace, et en 1912, le groupement des négociants, qui se sont retrouvés dans le comité d'experts des vins d'Alsace, comité où chacun a 50% des sièges, et à chaque fois que les négociants voulaient un petit peu plus de concept marketing, donc cépage, Huxley, vendange tardive, Grenoble, les vignerons souhaitaient un petit peu plus de terroir. C'est en somme l'Alsace qui aujourd'hui a fait le choix, et c'était un très grand débat que nous avions ces derniers temps. Et d'ailleurs, je tiens à saluer Jean-Michel Deiss, qui était un des grands défenseurs, des grands intervenants sur ce débat entre cépage et terroir, et que nous sommes conscients que pour les producteurs qui souhaitent avoir la plus grande source d'approvisionnement de raisins, qui ne souhaitent pas de vinification terroir, la notion de cépage est importante. De toute façon, il n'y a pas de grande identité terroir, il n'y a pas de grande signature du terroir. Mais par contre, quand le producteur fait l'effort de vinifier des terroirs plus restreints, que ce soit communal ou lieu-dit ou grand cru, là au contraire, la notion cépage ne devient plus qu'une notion d'information, et c'est bien la notion terroir qui prédomine. Mais en sachant que dans un cas, on a des vins légers de fruits faciles à boire, et de l'autre, on recherche des vins qui ont de la minéralité, une identité, et c'est ce que l'Alsace a choisi de faire. Le consommateur, c'est une chose que nous constatons facilement chez nous, enfin tous les producteurs, on le constate dans nos caveaux de dégustation. Un consommateur qui n'a pas de connaissance du vin, la première chose qu'il cherche, c'est des vins, c'est des références simples, très lisibles. Donc et le cépage reste une clé d'entrée dans la culture du vin. D'abord pour une raison très simple, c'est que je prends l'exemple des Chinois. Les rares Chinois qui connaissent quelque chose du vin, ils ont un nom géographique. Ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Oui, mais ils ont un nom de cépage parce qu'ils plantent des cépages. Aller en Chine et leur parler de l'Alsace, alors qu'ils savent à peine où est la France, c'est un petit peu ambitieux, quoi. Donc c'est une clé d'entrée, mais c'est aussi pour les consommateurs, et je le vois chez moi, ils commencent par goûter des vins très fruités, très épicés, le Gewürztraminer, des vins fruités, des muscats. Et ensuite, quand ils rentrent dans les Riesling, ils recherchent le terroir. Mais c'est une évolution qui se fait avec l'évolution du palais. Et on ne peut. Alors c'est clair que ceux qui cherchent des étiquettes et des noms pour se valoriser, ils passent directement sur un grand vin de terroir, sur un grand château, et ils payent le prix. Mais tous ceux qui font ce chemin initiatique dans la culture du goût passent obligatoirement du cépage vers le terroir. Et c'est au producteur d'être le plus lisible possible sur son étiquette, de mentionner un terroir que s'il y a une identité terroir dans le vin, quand on peut effectivement gustativement le retrouver, et de laisser en mention informative le cépage ou les cépages, parce que c'est une information que le consommateur souhaite.